Bienvenue dans la digression numéro 18. Est-ce qu'on doit vraiment des choses aux gens ? Histoire de chasteté et de déception amoureuse. Avant de débuter l'épisode, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement sur Instagram, tous ceux aussi qui ont pris le temps de partager le podcast sur Threads. Merci, ça me fait chaud au cœur. Et surtout, continuez de le faire. Donc, l'été se termine et je suis partagée entre nostalgie et contentement. Nostalgie parce que la lumière du jour me manque déjà, et contentement parce que les moustiques et tous les gros machins qui nous volent dans la face vont disparaître. Bon. C'est aussi et surtout le moment de faire avance rapide sur cette histoire du garçon au regard vide. Ce garçon que j'ai aimé pendant 7 ans, sans en retenir rien d'autre que du chagrin et un épisode dépressif, handicapant. Promis, ça je vous le raconte pas. Et donc dans l'épisode 17, je vous racontais son attirance pour une autre fille. Reprenons-la, non ? J'ai passé la fin de notre cursus universitaire à le regarder, la regarder. J'avais sans doute l'air d'un stalker dans mon encadrure de porte avec mon verre vide à la main, mais complètement à l'aise avec l'idée que l'amour m'a toujours rendu ridicule. Ses sentiments à lui le rendaient de plus en plus triste. Elle se laissait approcher, mais sans jamais rien concéder d'autre que des sourires séducteurs. J'ai bien essayé de lui remonter le moral, parce que le voir souffrir me brisait le cœur. Tant et si bien que j'en oubliais ce que je ressentais pour lui, ma jalousie aussi. Et je me suis parfois surprise à prier pour qu'elle le voie enfin, comme je le voyais moi. Évidemment, c'était pas suffisant. Les discussions qu'on avait alors qu'il me parlait d'elle ont fini par nous rapprocher. Les vannes qu'on s'envoyait sont devenues moins dures. Il disait souvent qu'il aimerait qu'on reste amis, pour toujours. Et c'était aussi réconfortant que triste. I want you so bad. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. Et c'est une chanson écrite par John Lennon pour Yoko. Vous voyez le genre ? Moi, je voulais que notre histoire soit un morceau des Beatles, du genre She's So Heavy ou Michelle, et pas Hello Goodbye ou With a Little Help from My Friends. You say yes, I say no, you say stop, and I say go, go, go. Oh no, you say goodbye, and I say hello. Après son diplôme, il est parti à l'étranger et il m'appelait souvent, je crois, pour se sentir moins seul. Il est arrivé qu'on s'écrive aussi. Et comment dire, je sais que c'était pas les moments les plus heureux de ma vie, mais quand même, c'était cool. C'était cool d'avoir ces moments juste lui et moi sans être perturbés par la peur du regard des autres. Et il a fini par revenir. Bien sûr, on s'est revus et très vite, cette bonne vieille dynamique malsaine qui consistait à être le miroir des qualités qu'il aurait aimé avoir a repris comme si de rien. Il évitait de parler de sa vie sentimentale. On se faisait des blagues et je continuais de le regarder.
Parfois, j'avais l'impression qu'on était trop proches. Et il me traitait comme on traite un membre de sa famille, vous savez, quelqu'un qu'on sait pour acquis, et donc sans prendre de gants ni retenir ses coups. C'était peut-être aussi parce que je lui passais tout. Un soir, alors qu'on rentrait tous les deux, hautement intoxiqués par l'alcool, il a pété un câble. Il s'est mis à hurler au milieu de la rue, qu'il en avait rien à foutre de moi, qu'il était capable de rentrer seul chez lui. Il arrêtait pas de me dire qu'il en avait rien à foutre de moi, c'était si soudain, je comprenais rien. Donc je suis rentrée chez moi, hébétée, et puis je me suis réveillée dans une crise de larmes qui ne s'arrêtait plus. Je pensais à ses mots, à sa colère si soudaine, et chaque fois que le souvenir me revenait, je pleurais un peu plus fort. C'est bien qu'il devait se douter que j'avais des sentiments pour lui, non ? Donc je laisse la crise de larmes passer et je l'appelle pour en parler un peu plus tard dans la soirée. Parce que l'idée qu'on ne soit plus amis me donne littéralement envie de crever. Oui, ouais, la meuf est clairement intoxiquée par l'amour. Je vous avais dit que ça me rendait ridicule. Le fait est que cet appel n'a servi à rien. Il a dit qu'il ne se souvenait de rien. Un gaslighting de haut vol, certes. Mais on était toujours potes. Une autre fois, alors qu'il en avait marre de m'écouter me plaindre de ma vie, il a juste dit « Suicide-toi ». Et moi j'étais en mode « Quoi ?» Et lui, droit dans ses bottes, en mode « Arrête de casser les couilles et suicide-toi ». Ok, toujours amis. Plus tard, on est parti en voyage avec des potes, dans un lieu paradisiaque, genre un décor de film permanent. Et va savoir pourquoi, c'était comme si ça amplifiait ce que je ressentais pour lui. Je voulais profiter de toute cette beauté avec lui, main dans la main, yeux dans les yeux. Et je pouvais pas, alors j'étais triste. Je chialais littéralement dans les coins. Je profitais de rien. Et personne ne comprenait comment je pouvais avoir l'air aussi désespéré au bord d'une piscine, à l'autre bout du monde. Je commençais à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose, lorsque me prit l'irrépressible envie de manger les restes de son assiette pour me sentir plus proche de lui. Stalker vibe, madness vibe, complètement folle. Donc finalement, pour échapper à la folie, je me suis lancée, 1 semaine avant la fin du séjour. Le cerveau faussement bonifié par l'usage de stupéfiants, mais surtout le cœur qui battait la chamade. Rien qu'à l'idée qu'il puisse céder à la volonté d'une autre. L'angoisse, quoi. Un super combo. Donc c'est la nuit, on est sur un terrain de foot désert. Pour ceux qui ont la rêve, je ressens pas du tout la vibe Virgin Suicide. Je le sens pas, mais il faut que ça sorte. Je lui dis tu m'as vachement manqué cette année. On s'est pas beaucoup vu. Il répond je comprends pas ce que tu veux dire, on se voit tout le temps. Je comprends que c'est mort. On a dû se voir 4 fois dans l'année. Et pour lui, c'était suffisant. C'est qu'il n'a pas de sentiments. Genre 0. Mais il faut que ça sorte. Alors je lui fais ma déclaration. Évidemment, il me répond qu'il est désolé, qu'il sera toujours là si j'ai besoin, mais que si je pouvais faire en sorte que ça perturbe pas trop nos échanges et l'ambiance de fin de séjour, ce serait sympa. J'accepte, évidemment. Et puis je retourne pleurer dans un coin. Le lendemain, je le retrouve distant. Bon, c'est un peu normal. J'ai juste la gueule de quelqu'un qui vient de pleurer, quoi, tout le temps. Et il se comporte comme si j'étais une folle qui l'attendait devant sa porte tous les soirs. Ouais, clairement, il me fuit.
Je comprends que j'ai tout perdu. L'illusion qu'il pourrait m'aimer un jour, et surtout son amitié. Nouvelle crise de larmes derrière mes lunettes de soleil, c'est les chutes du Niagara en continu. C'est l'heure du deuil. Je pensais que j'étais capable de me passer de cette amitié, mais plus je réalisais ce que mes aveux avaient provoqué en lui, et plus il me manquait. Il était à quelques mètres de moi et c'était comme s'il était mort. Je savais que plus jamais je n'interagirais avec lui. Alors je continuais de pleurer, camouflée derrière mes lunettes et un sweat à capuche parce que la météo avait décidé d'accompagner mon spleen. Je passais la fin de ces vacances à me faire des scénarios sur un possible retour à la normale. Seule sur la plage, sous la pluie, et à la merci de toutes les arnaques que l'on trouve dans les zones touristiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Une fois rentrée à Paris, j'ai essayé de recoller les morceaux. C'était quand même 7 ans d'amitié qu'il espérait voir durer toute une vie. Et je le pensais assez intelligent pour passer le « je t'aime un peu trop » que je lui avais lâché en espérant qu'il réalise que lui aussi m'aimait peut-être un peu beaucoup. Mais le regard qu'il m'avait lancé n'était pas vide ce soir-là. Il m'avait donné l'impression d'être un de ces mecs, vous savez, ceux qu'on trouve moches même de dos, et qui nous harcèlent alors qu'on ne fait que passer dans la rue. Peut-être qu'ils font ça pour passer le temps ou se convaincre qu'eux aussi peuvent prétendre à une relation. Peut-être. Enfin, ce regard-là, j'arrive pas à l'oublier. Mais il me manque trop, alors je lui écris. Je veux savoir pourquoi il ne se donne pas la peine d'essayer. C'est vrai, je sais qu'une fois particulièrement saoul, il m'avait confié qu'il n'était pas attiré par les filles noires ou maghrébines. Et je peux m'accrocher aux stéréotypes qu'on projette sur certaines populations et qui finissent par les rendre indésirables pour comprendre. Mais je ne suis pas un cliché. Il me connaît. Et j'ai la conviction que, plainte constante et crise de larmes mises à part, je vaux mon pesant d'or. Sauf que quand il me répond, c'est pour me demander de passer à autre chose. Et enfin, sans doute agacé par mes relances qu'il estime trop nombreuses, il finit par me dire que j'aurais dû tenter ma chance avant, quand on était encore étudiant. Réel ou pas, l'idée qu'il a existé un moment où quelque chose était possible me bouleverse. Genre, profondément. Crise de larmes sur crise de larmes. Et puis, il n'a jamais voulu reprendre la conversation ni la relation qu'on avait avant que je m'épanche. Certainement parce qu'il estimait qu'il ne me devait rien, ni explication, ni amitié inconditionnelle. Mais moi, je pense qu'après tout ce temps, il aurait pu essayer d'être là pour moi ou au moins de me garantir qu'il serait là quand j'aurais fini de chialer. Alors, je me demande, s'il ne me devait rien après tout ce temps passé ensemble, qu'est-on vraiment en mesure d'attendre de nos proches, de ceux qu'on aime, de ceux qui ne font que passer dans nos vies émotionnelles? Je me pose souvent la question, sérieusement. Retour au présent. Depuis quelques mois, j'essaie de dater différemment, plus patiemment, avec une approche plus chaste. Je crois même que ça a presque fonctionné pendant un moment. Il y avait ce garçon que j'ai fréquenté pendant à peu près 3 mois. C'était pas vraiment mon type, mais il avait plein de choses pour lui. Pas vraiment mon type, je veux dire qu'il devait faire à peu près 1m65. Je fais 10 cm de plus. Au visage plutôt commun, lunettes d'ingénieur informaticien, profil social, classe moyenne de droite avec une petite tendance extrême droite. C'est lui qui me l'avait dit lors de notre tout premier date au téléphone. Bien sûr que ça m'avait inquiété et quelque part, ça m'inquiète même encore un peu. Mais cette nouvelle phase dans l'histoire de mon dating m'ordonnait d'être plus ouverte. La vie n'est pas une comédie romantique. L'amour, c'est du travail, ça se mérite. Et puis,
On n'est pas sa famille. Je le vois. Plusieurs fois. Il m'intéresse, il m'intrigue. Il a des manières si délicates. Il me demande la permission avant de me faire la bise pour m'offrir un verre. Si je suis en retard, il commande pour moi et ne commence à boire que lorsque j'arrive. C'est un prince, en fait, à qui je ne sais pas comment montrer mon intérêt. Bien sûr que j'ai peur du rejet. Est-ce que c'est à cause du garçon au regard vide ? Peut-être un peu, mais à cause de tous les autres aussi. À ce stade, on peut admettre que je ne sais vraiment pas choisir les hommes, non ? Parce que oui, j'avais peur de me tromper, de me retrouver face à quelqu'un qui n'est pas fait pour moi, qui ne m'attire pas, et de ne pas réussir à m'extraire de la situation avec douceur et intelligence. Je veux dire, sans le blesser ou lui donner le sentiment d'avoir été utilisé. Alors je ne fais rien. Ah si, je demande conseil à peu près tout le monde autour de moi. Des potes, des connaissances, les intrigues de la série Girls, je vais bien finir par trouver une solution. C'est ce que je me dis. Le truc qui revient souvent dans ces conseils, c'est « tu te prends trop la tête ». Tu t'en fous, tu lui dois rien. Et voilà, ça revient ce « tu lui dois rien ». J'ai l'impression que c'est un truc qu'on dit pour s'autoriser de faire du mal à l'autre. Je suis pas certaine d'absolument rien lui devoir. Ça fait des mois qu'on s'appelle, qu'on passe du temps ensemble. Il y a à la fois personne, mais aussi une possibilité et quelqu'un qui me permet d'échapper à la solitude et de me sentir moins seule. Ça compte en fait, non ? C'est pas rien. Donc, je lui dois bien de respecter son intégrité émotionnelle, non ? Au fond, ce qui me gêne, ce sont ses origines sociales. Je veux dire, combien de temps ça peut durer cette histoire ? On dirait le pitch d'une mauvaise comédie. Genre, une banlieusarde originaire d'Afrique subsaharienne rencontre la famille très à droite de son tout petit ami. Parce que oui, sa petite taille aussi, elle me gêne. Elle me donne l'impression d'être encore plus volumineuse que je ne le suis. J'ai déjà été avec des hommes plus petits que moi, mais ils étaient moins timides, plus hargneux, un peu gras ou très musclés. Quelque chose finissait toujours par rééquilibrer ce détail qui prend tant d'importance une fois qu'on décide de ne pas vivre caché. Puis au fond, c'est peut-être pas de sa faute. Si je suis grande et si lui était petit, s'il était né dans une famille trop à droite, alors je lui devais bien de ne pas faire ce que je ne voulais pas qu'on me fasse. Et je pense que je me devais de le respecter parce que je m'aime plus aussi quand j'ai le sentiment d'être quelqu'un de bien. C'est regonfler son ego à peu de frais au final. Alors je continue de rien faire en espérant qu'il ait le courage de pousser sur la pointe de ses pieds pour m'embrasser enfin, parce que j'ai pas le courage moi de me pencher vers lui. Je me sens tout simplement monstrueuse quand l'idée me passe par la tête. Enfin, je finis quand même par lui proposer une activité à deux. D'habitude, c'est lui qui propose qu'on se voit. Donc je me dis, c'est cool, pour une fois, c'est toi qui fais le premier pas. Je suis fière de moi. Mais il finit par me répondre, après au moins une bonne semaine d'attente, qu'il préfère en rester là, qu'il a eu envie de me ghoster, de ne plus jamais me répondre, mais que quelque chose en lui trouvait que ce n'était pas juste. Il me dit que quelque chose n'a pas eu lieu entre nous. Un baiser peut-être ? Qu'il se sentait seul après nos rencontres, qu'il est mal dans sa vie. Avant de terminer par cette phrase que j'ai trouvée un peu bidon et un peu étrange aussi, il a dit « Nous n'avons pas réussi à construire un passif commun ». Bah ouais, normal. Pour ça, il aurait fallu qu'on se voit un peu plus, non ? Ça se décrète pas une relation, ça se construit. Au final, j'étais soulagée que ça s'arrête là et qu'il soit à l'origine de la fin de notre histoire. J'étais soulagée que le coït n'ait pas eu lieu. Après ça, j'ai continué à rester chaste,
Mais je vous l'avoue, davantage par manque de chance que réelle volonté. En fait, le truc, c'est que je me refusais à rencontrer des personnes que je savais incompatibles dans le seul but de soulager ma libido. Mature, n'est-ce pas? Donc 7 mois passent sans qu'il ne se passe rien. Je me remets sur les apps et j'y croise ce mec dont les photos ne montrent pas vraiment le visage mais qui s'affiche souvent une guitare à la main. Il dégage une vibe de type punk rock des années 80. C'est donc un vieux fantasme d'adolescence. Et puis il a l'air grand. Le fait est qu'il fait de la chanson française et c'est ok. J'aime bien Dao, Julien Doré, Françoise Hardy, c'est ok. Et bon, j'avoue, je suis un tout petit peu déçue, mais j'aime bien qu'il ait le courage de faire écouter sa musique à une inconnue qui lui parle de rap US et des Arctic Monkeys. Parce qu'a priori, ce qu'il fait ne devrait pas trop me plaire. Mais bon, je suis une meuf éclectique, donc je trouve ça pas mal. En tout cas, je trouve que c'est pas n'importe quoi. Ça s'écoute bien. On continue de discuter, pas mal, il a l'air drôle, sympa. Alors, on décide de se voir. Et, surprise, il est plus petit que moi. Et ça me surprendrait moins si je faisais 1m90, mais je commence à croire que les statistiques de taille moyenne chez les hommes sont une vaste fumisterie. Enfin bref, je découvre aussi son visage. Pas commun, mais ok. Je préfère généralement les physiques qui sortent de l'ordinaire. C'est peut-être parce que j'ai pas un physique ordinaire. Enfin, je dis ça, mais je vous mens un peu. Je m'attendais plutôt à un sosie français d'Alex Turner, vous savez, le chanteur des Arctic Monkeys. Mais bon, c'était pas ça, mais ça m'allait très bien. Donc il avait un look un peu grunge, et j'aimais bien parce que ça lui donnait un petit côté voyageur du temps. Et puis, il a une petite lueur pleine de bonté dans le regard qui me rassure. J'ai envie de croire qu'il n'est pas seulement là pour vivre un truc furtif et semi-fiévreux, voire moite, comme nous le promettent souvent les rencontres faites sur ces apps. Sur ces apps. Ces applications. Ces apps. Bref. C'est facile de parler avec lui. Je me sens bien tout de suite. Il se déplace sur une longueur d'onde différente de la mienne. Ça me plaît un peu. Je suis taciturne. Il est expressif, plein de vie. On s'installe à la terrasse de son bar de prédilection. Je comprends vite que c'est un peu sa seconde maison. Le regard du barman sur moi m'informe qu'il y vient souvent avec des femmes. Et j'essaie de me rassurer en me disant que tout ça est bien normal. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand on date. Il mène une vie que j'aurais rêvé d'avoir. La musique tout le temps, l'écriture et la lecture compulsive. En dehors du monde corporatiste et de ses codes aliénants, là. Je suis attirée comme un aimant. Il parle fort à tout le monde, avec une voix d'adolescent qui n'a jamais vraiment fini de muer, un accent légèrement hautain qui va de pair avec des opinions tranchées sur pas mal de trucs, et un goût prononcé pour la moquerie. Sa voix, elle change quand il me complimente. Il y imprime des émotions qui, pour la première fois, m'autorisent à y croire, parce que je crois jamais les compliments qu'on me fait. Qu'ils soient sur mon physique, mon travail, mes capacités intellectuelles. J'imagine toujours que ces compliments sont le paiement d'une transaction dont j'ignore encore le coût. Mais pas avec lui. Je suis persuadée d'être face à un de ces hommes rares et précieux. Je le trouve plein de douceur et d'intelligence. Je vous parlais un peu plus tôt du film Virgin Suicide. Bon, c'est l'histoire de sœurs qui sont un peu séquestrées par leurs parents. Elles ne peuvent pas vivre leur vie d'adolescente. Et dans ce film, il y a une scène, la scène du terrain de foot, où l'une des protagonistes y rencontre en pleine nuit un mec qu'on appellerait maintenant son crush. Il se passe un truc entre eux, un rapprochement, je dirais, furtif mais intense. Puis ce mec disparaît et la bande-son de Virgin Suicide de Sofia Coppola
cela dit en passant, est vraiment très cool. Elle a été réalisée par R. Le morceau qui représente le mieux le film, enfin pas le mieux le film, mais en tout cas cette scène qui est assez marquante, c'est Playground Love de R. C'est un morceau que j'aime beaucoup, que plein de gens aiment en fait, c'est un super morceau. Et je sais pas, cette rencontre-là, avec ce mec-là, elle m'évoque un peu ça, ce truc un peu raté, avorté, qui reste un souvenir en fait. Donc je disais que j'avais l'impression de me trouver face à un de ces hommes rares et précieux, plein de douceur et d'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle j'ignore tout un tas de signaux qui auraient dû m'alerter et me pousser à remonter sur mon vélo direction chez moi pour une énième nuit passée seule. Quand il me dit qu'il adore le porno, je m'interdis de le juger. Je me dis que c'est même plutôt bien d'être à l'aise avec sa sexualité. Mais est-ce vraiment le genre de choses qu'on dit au cours d'un premier rendez-vous ? Je sais pas vraiment en fait. Sinon, je crois que je ne passerai pas tout ce temps à vous raconter mes expériences ratées, vous pensez pas ? Quand il a abordé un type de relation qui consiste à avoir des rapports sexuels avec des gens qu'on considère comme des potes, et qu'il a froncé les sourcils parce que je lui répondais froidement que je ne faisais pas ce genre de choses. Non, on couche pas avec ses potes. Non, c'est pas des potes. J'aurais pu me douter que c'était ce que lui recherchait. Et puis il revenait beaucoup à son ex. J'aurais dû comprendre que c'était un truc non résolu et qu'il n'avait pas de place pour moi dans sa vie. Quel que soit le type de relation engagée d'ailleurs. Mais je suis quand même montée chez lui. Parce que sa façon de me le proposer me montrait qu'il n'avait pas envie qu'on se sépare tout de suite. Et que passer la porte de son appartement ne m'obligeait absolument à rien. Parfois je me dis, enfin, ces derniers temps surtout, je me dis que je devrais me rebaptiser la meuf qui ne savait pas lire les red flags plutôt que la meuf inutile. Parce qu'une fois chez lui, il m'a parlé de ses amantes, des cadeaux faits par ses amantes, un peu plus de son ex, de son activité sexuelle si riche qu'elle lui semblait difficile à quantifier. Je sais pas, peut-être que j'avais trop bu pour avoir envie de partir. Peut-être aussi que j'avais envie de voir ce que ça faisait, ce que ça fait, de s'allonger auprès de quelqu'un à qui on plaît vraiment, et qui nous plaît vraiment, et de laisser faire la nature. La tranquillité d'esprit apportée par le fait de savoir que je n'étais pas une expérience ou un kink. Ça n'a pas de prix. Il avait l'air sincèrement intéressé par la personne que je suis et par ce que je faisais de ma vie. Et il me parlait aussi de lui, ses traumas d'enfance, ses aspirations, je me sentais proche de lui. Écouter aussi. J'ai un truc avec le son. Je sais pas, c'est hyper sensible chez moi, dans le sens où si la musique est pas bonne, pas à mon goût, ça peut me mettre de très très mauvaise humeur. Et en même temps, ce que j'entends peut aussi me mettre dans de très bonnes dispositions. Et donc je sais pas, il y a un truc avec sa voix, j'ai l'impression qu'il arrive à tout rendre audible. J'y entends dans sa voix ses pointes d'agacement, ses déceptions, cette colère latente qui le quitte jamais, mais qui dit ne pas ressentir, son excitation aussi. C'est peut-être pour ça que je ne comprends pas quand il s'engage dans un monologue post-coït, soulignons-le, d'une quinzaine de minutes où il dit en long, en large et en travers qu'il a des problèmes d'attachement et une peur de l'abandon. En vrai, est-ce qu'on n'est pas tous dans ce cas ? Donc il me raconte une histoire qui semble tirée d'un film où il explique avoir recueilli un chat dont il a adoré s'occuper mais qu'il a fini par donner parce qu'il s'y était trop attaché. Je comprends le mécanisme, Je suis la première à faire la morte quand je me sens trop proche de quelqu'un même. Je finis toujours par revenir.
J'ai juste besoin de temps pour éloigner la peur d'être blessée. La peur que l'autre se dise qu'il ne me doit même pas une explication avant sa disparition. Ouais, c'est compliqué pour moi les relations. Alors je me dis que ça doit à peu près être la même chose pour lui. Il y aura des moments où il n'aura pas envie de me voir et de me parler. Comment ne pas l'accepter si je suis pareille? J'ai beau m'endormir nue à côté de lui, je sais que rien n'est fait. Pour qu'il se passe quelque chose de réellement significatif entre nous, il faudrait que je le revoie une fois, puis deux, puis trois, que des sentiments naissent, de vrais sentiments, pas un truc empreint de passion, mais plutôt cette envie presque viscérale de donner de l'affection à l'autre. Et je sais bien qu'à ce moment-là, on est loin, très loin de ces moments-là. Je rentre chez moi sans angoisse, avec l'envie très pressante, si on peut dire, de le revoir. On s'écrit un peu tous les jours. Il regarde mes stories, je regarde les siennes, mais j'ai pas envie d'en rester là. J'ai pas envie qu'il devienne un ami à distance avec lequel j'ai couché une fois. Alors je me dis qu'il faut que je lui montre que j'ai vraiment envie de le voir. Je like ses posts, beaucoup de ses posts. Je le complimente sur sa personnalité et parfois je m'essaye à ce truc que je maîtrise pas du tout, la séduction. Et je comprends pas, ça marche pas. Je lui dis que j'aimerais beaucoup apprendre à le connaître. Ça me semble sobre, pas trop engageant. Ça dit juste que pour ça, il faudrait qu'on se revoie, quoi. Enfin, c'est ce que je crois. Je devrais sortir plus souvent de chez moi. Je serais plus à même de comprendre les connotations qui se cachent derrière certains mots et expressions. Et donc à ça, il répond pas. Mais bon, il continue de me parler. Et je me dis que tant qu'il me parle, ça va. Tant qu'il regarde mes stories, c'est ok. Bon, il y a quand même le fait qu'il me dit qu'il n'a pas le temps de me voir cette semaine, trop de travail. Et je me dis qu'il faut que je fasse confiance, que je le crois. Mais n'est-on pas censé trouver le temps pour ceux qu'on apprécie vraiment? Je me dis juste que ce n'est pas le moment de se faire des nœuds au cerveau. C'est juste quelqu'un que j'aime bien. Le lendemain, je me lève avec sa musique dans la tête. Je suis quelqu'un de plutôt obsessionnel dans tous les domaines. Lorsque quelque chose me semble irrésolu, je ne peux pas m'empêcher d'y penser tout le temps. Peut-être que je lui écris trop. Il répond pas quand je lui pose la question. Il change de sujet. Et ça me semble étrange. Mais bon, je me dis que j'apprends à le connaître, je passe à autre chose. Donc le lendemain, je me réveille avec sa musique dans la tête et ça me donne envie de poser quelques vers que je lui envoie. Réveil solitaire. Concupiscence solaire. Et le souvenir d'une dérive épisodique. Le goût du zéphyr sur mes lèvres, iodé, amer. Un cœur bridé tenait la barre. Mer calme. Reflet des faux diamants qui corrompaient nos âmes. Un cœur brisé voyait le large. Terre ferme. Le retour des amants qui secouaient ces dames. Bon, je vais pas vous faire l'explication de texte, mais ça dit pas mal le truc... ça raconte pas mal le truc qui n'a pas eu lieu, non? Dérive épisodique, cœur brisé, cœur bridé, faux diamant, quoi, je veux dire. Ça a l'air d'une grosse défaite, quoi, cette histoire-là. Mais bon, lui, il like, il dit que ça lui plaît. On s'écrit encore dans la soirée. Je me dis que ça y est, il a enfin compris que je suis pas là dans le but de lui demander de co-signer mon bail. Alors je lui demande pourquoi tu réponds jamais quand je te fais des compliments. Et là, il me répond qu'il a beaucoup de gentillesse pour moi, qu'il m'admire. Ah, j'ai presque envie d'en rire, mais sur le moment, pas tellement. Je me sens évidemment débile et humiliée. Est-ce que j'ai fantasmé tout le temps qu'on a passé ensemble? Et toutes les choses qu'il m'a dit que c'était juste pour arriver à ses fins, je comprends que dalle.
Donc pourquoi il n'a pas choisi de disparaître comme tous les autres après avoir passé, ouverture des guillemets, un bon moment, fermeture des guillemets. Je le trouve cruel et je lui dis, mais lui me répond par des blagues. Je lui demande de me présenter ses excuses et là il s'offusque quoi. Il devient méchant. Il finit par me dire que je comprends rien aux hommes, que je devrais arrêter de le prendre pour une victime, que mes messages lui ajoutent une charge mentale. Et bien sûr, il ajoute qu'il me doit rien. Ok, on n'a pas passé énormément de temps ensemble, c'était pas 7 ans, c'est vrai. Mais est-ce qu'entre nous, entre personnes, entre êtres humains, on se devrait pas de base le respect? Enfin, je veux dire, c'est pas rien de se mêler au corps de quelqu'un d'autre, en fait. C'est pas anodin. Enfin, peut-être que lui, il fait ça toutes les 10 minutes, mais pour moi, c'était pas anodin de briser 7 mois de chasteté avec quelqu'un. Ah, et puis, bon, j'ai beau chercher, je trouve nulle part la gentillesse qu'il dit avoir eu à mon égard. Et je me demande, n'aurait-il pas été salutaire pour tous les deux s'il avait exprimé son refus de me revoir, juste quelques heures après que j'ai quitté son appartement? Et puis en quoi les problèmes d'attachement sont responsables de cette façon de faire? Est-ce vraiment une façon de traiter une personne pour qui on dit avoir de l'admiration? Non, j'ai rien compris du tout. C'était comme si je ne l'avais plus intéressé au moment où j'avais montré de l'intérêt pour lui. Et dans ses réponses, c'était comme s'il avait voulu m'imposer une sorte de domination toute patriarcale, là, à base de c'est moi qui décide, en gros, accepte ton sort de femme. Je ressens même pas de colère envers lui. Bien sûr, mais bien sûr que je l'ai traité de connard et de mytho. Mais ça, c'était plutôt pour provoquer une vraie réaction en lui, qu'il m'explique vraiment ce qui se passait dans sa tête. J'ai toujours besoin de comprendre. Mais dans ce cas-là, échec. Échec total. Bon. Certains d'entre vous me diront que j'aurais dû comprendre dès le départ. Comme si vous étiez vous, tous capables d'éviter ce genre de situation. Et je vous vois bien avec vos sourires en coin là, froidement me débiter tous les signaux que j'aurais dû voir. Ce sourire en coin qui confirme combien on a pu être bête. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ce genre de réaction quand on est dans ce genre de situation? Enfin, au final, est-ce que je suis vraiment l'imbécile de cette histoire? Ben non, je crois pas. Moi, j'ai baissé ma garde. Je me suis montrée vulnérable. J'ai fait confiance. Parce qu'on m'envoyait aussi beaucoup de signaux positifs, plus nombreux que les signaux négatifs. Et donc, j'ai donné ma confiance. Donc non, c'est pas moi l'imbécile. On est obligé en matière de sentiments de se livrer un peu. De croire l'autre, de pas être tout le temps méfiant de tout. Et puis, on n'est pas censé frapper les gens à terre ni abuser de la crédulité de ceux qui croient que les belles rencontres sont possibles. Et au final, je pense que c'est peut-être la seule chose que l'on se doive. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Comme d'habitude, je vous le redis, si vous aimez ce podcast, mettez-lui des étoiles, donnez votre avis sur Apple Podcast, partagez-le, rejoignez-nous sur l'Instagram, le podcast de la meuf inutile, ou sur Thread si vous avez envie d'avoir un peu plus de la meuf inutile. Bref, show me the love.